Coucou Nathalie. Je te réponds, regarde. Et voilà. Très bien, ben, nous sommes en direct. Nickel, nickel. On est deux pour l'instant. Enfin, plus moi, ça fait trois. Donc je suppose que c'est Florian et toi, Nathalie. Ben, bonjour à tous les deux. Merci d'avoir organisé, hein. C'est sympa. Je suis heureux d'être parmi vous cet après-midi. Et puis on va attendre qu'il y ait quelques personnes qui arrivent. Et puis on va commencer. Bon, c'est une belle journée, hein. C'est plutôt une journée à la piscine, hein, que de se retrouver derrière. Bonjour Florian. Eh ben merci hein, Florian d'avoir organisé tout ça. Ça a l'air de fonctionner parfaitement, donc c'est super. Oui, donc j'ai expliqué à Nathalie que la dernière fois j'avais fait ça avec le navigateur qui est sur Mac. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Je vais te dire ça. Avec Safari. Et au moment où j'ai lancé la mise en image, le navigateur m'a sorti un message du genre euh, l'utilisation de la caméra n'est pas supportée par le logiciel. Donc du coup, j'ai téléchargé en mode panique Chrome que j'ai lancé et ça fonctionnait à moitié. J'avais pas les messages qui s'affichaient. Voilà. Bon, mais on apprend. Donc voilà. Bah écoute, Nathalie, je confirme 28 degrés. Elle est à 28 degrés. Voilà. Tu comprendras. Voilà. Et les enfants sont dedans. Voilà. Et pour le reste, je vais vous dire, regardez, on est entre amis, hein. Oula. Voilà. Donc ça c'est depuis la fenêtre. Voilà. C'est pas mal, hein. Il y a pire, voilà. Donc ça c'est mon petit côté écriture à l'extérieur quand le temps le permet. Donc autant vous dire que c'est plutôt sympa. Voilà. Donc ça, voilà. Aujourd'hui en particulier, on a pu manger dehors, donc c'est plutôt cool, quoi. Voilà, salut Ludo. Bah écoute, j'espère que tu vas bien et que tes ventilateurs fonctionnent parce qu'aujourd'hui, purée, tu dois avoir chaud, hein. Donc écoute, merci d'être passé, hein. Euh, bon, on attend encore quelques personnes et puis on va pouvoir se lancer, hein. Oui, la vue est sympa, merci. Ouais, merci Ludo. Ouais, non, franchement, tu sais, quand j'entendais qu'il y avait des gens qui étaient confinés avec deux ou trois gosses dans des appartements de 30 ou 40 mètres carrés sans sortir, franchement, je compatissais et j'avais de l'empathie pour eux parce que ça a dû être quand même chaud, hein. Nous, toi, on n'a pas vraiment souffert, quoi. Il faut être tout à fait honnête. Voilà, bon ben on est cinq, donc je suppose que quelqu'un vient de se connecter, ben, ce quelqu'un je le salue, voilà. Bon il est que 6h, il est 6h01, 18h01, donc on va garder quelques secondes, mais après je vais attaquer, donc s'il y en a qui ont des... Bonjour Valérie, bonjour. Oui, ben donc on laisse encore 1 ou 2 minutes le temps que les gens se connectent, tranquille. Et puis oui, on parlait, Valérie, si vous venez d'arriver, on parlait du fait que certains étaient confinés dans des toutes petites surfaces avec des enfants et que c'est vrai que ça devait pas être facile et que pour certains, dont moi j'ai cette chance et probablement d'autres, on a un peu de terrain donc du coup on pouvait être dehors et c'est vrai que ça a probablement changé beaucoup la perspective de cette période difficile du confinement. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne vais pas faire attendre plus longtemps. Après tout, il y a ceux qui ont pris le temps d'être à l'heure. Donc, je vais me présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je suis Sylvain Pavlovski. Je suis auteur
1, 2, 3, 4, 5 ouvrages à ce jour. Donc je fais plutôt dans le thriller urbain. J'essaye de raconter des histoires d'aujourd'hui modernes qui traitent de sujets un peu sociétaux. Évidemment, tout ça dans le cadre une enquête qui est toujours dans les mains d'un même personnage récurrent qui s'appelle Pauline et qui est une femme d'aujourd'hui, moderne, incisive, avec ses problèmes et qui essaye de survivre, voilà, dans un monde qu'elle comprend pas forcément toujours, tellement la folie des hommes semble lui poser. Donc voilà. Alors le premier, pour ceux qui connaissent pas, voilà, je vous le montre. Ça s'appelle La menace Blackstone. C'est un thriller, c'est un technopolar, hein, qui parle des intelligences artificielles et du risque que les intelligences artificielles, et on va dire l'automatisation absolue du monde fait peser sur nous. Voilà, donc des histoires qui nous permettent d'essayer de comprendre quels sont les enjeux financiers, de la financiarisation du monde. Ensuite, j'ai continué avec Croyance de sang. Croyance de sang, donc c'est la suite. Alors, c'est tous un peu des suites, sans être des suites. Il faut pas voir le précédent pour lire le suivant, mais bon, voilà, il y a toujours Pauline avec son environnement. Donc voilà, donc Croyance de sang, qui a été finaliste du prix des Quai des Orfèvres il y a 2 ans. Euh, c'est euh, c'est une histoire qui essaye de décrypter un peu. Et encore, mais sans jugement toujours, hein, bien sûr. Hein. Voilà, on suit un jeune migrant qui arrive chez nous et puis voilà, il lui arrive des choses. Et dans le même temps, Pauline est amenée à déjouer un complot qui pourrait être dramatique pour la région parisienne et avec des trafics en tout genre. Voilà, on est dans les banlieues avec les caïds, etc. Voilà. Ensuite, j'ai récidivé l'année dernière avec En apnée. En apnée qui est un thriller qui parle de 2 choses essentiellement. La première, c'est que se passerait-il si des pluies diluviennes faisaient monter la Seine et qu'on subisse une crue du style de celle de 1917 avec tous les problèmes que ça pose. Donc là, j'ai fait un travail de recherche assez complet pour essayer de ne pas dire des bêtises. Et donc, si ça devait arriver, ça arriverait comme ça. Donc, ça veut dire évacuation de la population, déploiement d'une force armée pour éviter les pillages et autres, sauvetage des gens. Enfin bon, voilà. Donc, en apnée, c'est une enquête qui parle aussi des bitcoins et de pas mal d'autres choses, mais ça se passe en partie à New York et dans l'autre partie dans un Paris totalement inondé. Voilà, un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire parce que plus je me documentais, plus je me disais diable, diable. Donc tout ça non seulement est prévu, mais le prix à payer pourrait être fort cher si jamais ça devait nous arriver. Voilà, toujours avec Pauline, hein, bien sûr, Pauline Rougier, notre, notre enquêtrice commandant à la police. Et puis le dernier que j'ai sorti, c'est avec une très belle couverture de Ludovic Metzger, donc mon copain Ludo, lui aussi auteur. Voilà, et donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais alors voilà, c'est toujours un peu difficile avec la caméra. Voilà, donc vous voyez, il y a le scalpel, tout ça, ça fait trop peur. Et en fait, voilà, c'est un. Alors il est assez épais celui-là, hein, il fait 400, il fait 420 pages. Voilà, donc profession de foi avec un E. Et je vous en dis pas plus, mais enfin bon, ça parle de, de trafic d'êtres humains, etc. Voilà, tout ça donc toujours dans le cadre d'une enquête avec Pauline. Et puis, euh, et puis j'avais envie de parler de l'histoire de Pauline. Donc j'ai écrit, ce livre s'appelle Du sang sur le pavé. Comme vous pouvez voir ici, là, ici il y a un gendarme là, un gendarme, ce qu'on appelait une hirondelle là, avec son bâton. On est dans le Paris des années 60. Et là, moi, j'ai fait un pari, celui d'essayer de raconter mai 68. Et donc, pour ce faire, j'ai fait un préquel qui est en fait la rencontre de Pauline. Voilà, la rencontre des parents de Pauline. Voilà. Et donc, sur les barricades de mai 68, avec une enquête, évidemment, avec un nouveau personnage qui s'appelle le commissaire Durieux, que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Alors, Valérie, donc je vais vous répondre à quelques-unes des questions maintenant parce que voilà, c'était une longue présentation. Voilà, donc j'écris depuis 5 ans à peu près et je m'y consacre à plein temps. Voilà.
Merci Marc-Antoine. Intéressant vos romans. Bah écoutez, je l'espère. En tout cas, ils essayent de donner une espèce de lecture de la société d'aujourd'hui avec ses dangers, ses failles. Et moi, j'essaye à chaque fois de donner à mince, Roselyne, tu n'arrives pas à te connecter. Bah écoute, je sais pas trop quoi te dire. Il suffit d'aller sur le groupe auteur, blogueur et lecteur du Sud, et normalement tu devrais pouvoir arriver dessus, hein. Très bien. Alors, donc oui, je disais que j'écris toujours des histoires qui sont, je l'espère, assez d'aujourd'hui, quoi, qui essaye de démonter, de donner des grilles de lecture un peu de notre société. Voilà, les intelligences artificielles, l'informatique, les migrants, pourquoi la technologie peut être un immense atout, mais aussi un danger, et quels sont les éléments qu'il faut mettre en œuvre. Voilà, j'essaye de rendre les citoyens du monde un peu plus conscients, voilà, du monde qui les entoure. Voilà, tout ça avec une modestie absolue, hein, parce que j'ai pas de prétention aucune, mais voilà, je donne des grilles de lecture. Ludovic Karzik qui dit jolie femme sur la couverture de Croyance de sang. Oui, ben c'est Pauline, Ludovic, c'est Pauline. Et je peux te dire que Pauline, non seulement elle s'en laisse pas compter, mais elle rigole pas trop, quoi. Donc c'est une rousse, voilà, toute ressemblance avec des personnages connus de ma famille ou de mon épouse sont complètement fortuites. Mais voilà, une femme de caractère, une rousse, et voilà, qui traite ses problèmes. Est-ce que je rencontre des professionnels, des policiers par exemple, pour écrire des romans? Alors absolument. Alors rencontre, on va dire que le grand Facebook a cet avantage de pouvoir rencontrer des gens virtuellement, certains en vrai, mais en tout état de cause, oui, quand j'écris, j'essaye à chaque fois de trouver des conseils de manière à éviter de dire des bêtises. Donc par exemple dans le dernier, euh, on passe de la procureure de Versailles à une procureure à Paris parce qu'il y a deux crimes et donc il les met dans une seule et même enquête. Donc comment ça se passe? Voilà, le procureur de la République. Ensuite l'enquête, les différents éléments qui permettent aux enquêteurs de pouvoir trouver des détails concernant votre vie privée. Si jamais demain il y a un meurtre ou un décès, on va dire. L'enquête va être menée et cette enquête va résulter par il y a des vous, il y a des logiciels au sein de la police qui leur permettent de lancer des requêtes auprès des, bah, des fournisseurs d'Internet, par exemple, des gens qui vous font votre messagerie, tout ça, pour pouvoir voir les numéros que vous avez appelés, vos messages, se renseigner sur votre situation fiscale, etc. Donc oui, oui, j'essaye de prendre le plus possible de renseignements parce que j'essaye de ne pas dire de bêtises. Il me semble que d'un point de vue du respect du lecteur, c'est quand même important que les gens puissent voir que ce qui se passe, c'est pour de vrai. Alors, oui, c'est de la fiction, bien sûr, hein, mais j'essaye de mettre une dose de réalisme, et c'est difficile de mettre une dose de réalisme si derrière, on raconte des bêtises, quoi. Voilà. Donc, bon, après, je ne suis pas parfait, il y a certainement des choses qui ne sont pas complètement justes, mais autant que possible, je prends des renseignements auprès de professionnels pour trouver les mots justes. Voilà. Puis-je écrire des romans pour enfants comme moi? Alors, absolument pas. Je pense pas être en même temps, je dis ça, j'ai pas essayé, hein, donc je j'ai pas d'idée, mais voilà. Mais je suis pas sûr que ça m'intéresserait. C'est-à-dire que je me suis fixé une ligne de conduite qui est effectivement d'essayer de trouver des histoires, des contextes et des éléments qui permettent d'enrichir la connaissance du lecteur. Quand on ferme un de mes bouquins, ce que j'espère, ce que j'essaye, c'est que on a appris quelque chose. On a appris quelque chose sur comment se passerait si Paris était d'un seul coup submergé par une crue incroyable. Je me suis beaucoup renseigné, par exemple, au niveau des migrants pour savoir, j'ai lu beaucoup pour savoir sur leur périple quels étaient les dangers, combien ça se monnayait, etc. Voilà, j'ai essayé de transcrire ça du mieux possible. Dans du sang sur pavé, par exemple, ça parle de mai 68, et là j'ai découvert une société assez ahurissante. Par exemple, est-ce que vous saviez que en mai 68, ou juste avant, j'ai peut-être un peu triché, mais les femmes, par exemple, ne pouvaient pas avoir de compte en banque. Elles étaient obligées de demander l'accord de leur mari pour avoir un compte en banque. Est-ce que vous saviez que dans les années 68, par exemple, nous avions un ministre de l'information? C'est-à-dire que
toute information qui partait pour être diffusée à la télé ou à la radio était validée par le ministre, par l'Élysée, quoi. Donc il y avait un monde de censure terrible. Et ce que j'ai découvert en écrivant ce bouquin, c'est que une partie de la raison pour laquelle tout ça a explosé, c'est que eh ben, les jeunes, la jeunesse en particulier, avaient besoin de respirer. Et cette respiration, ils n'ont pu l'obtenir que au sein de cette révolte, qui était une révolte complètement spontanée hein, dans un premier temps. Elle s'est organisée ensuite, mais voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut découvrir. Les personnages sont-ils créés à partir de votre propre imaginaire, inspirés de vos proches, vos collègues, etc. Bah, pour être tout à fait honnête, j'aime bien l'idée du thriller parce que c'est un. Alors, il y a un code et on va dire que euh, l'ensemble des thrillers, bon, il y a un méchant, il y a une enquête, généralement on trouve la solution, etc. Donc tout ça est très codifié, mais c'est aussi très large et on peut vraiment y mettre ce que l'on veut. Donc oui, je pense que le thriller, enfin, pour l'instant, je ne vais pas changer. On va dire que je suis dans la littérature noire, je ne vous vois pas écrire de la romance ou des histoires un peu à l'eau de rose. Ceci étant, je me vois bien dans un temps proche écrire peut-être un roman de société qui ne soit pas forcément un thriller, mais qui pourrait mettre en scène, par exemple, un conflit familial ou des choses comme ça. Oui, ça peut être, ça peut être. La plupart de mes personnages sont créés à partir de mon imaginaire. Pauline est sans doute un peu inspirée de quelqu'un proche de moi, que je n'aimerais pas. Et pour le reste, c'est quand même plutôt des personnages d'inspiration. Alors, je ne dis pas que je n'y mets pas un peu de moi, par exemple dans le commissaire Durieux, je m'y retrouve un peu, vous voyez, mais globalement, c'est plutôt de la fiction fictionnelle quand même. L'intelligence artificielle, me demande Valérie, vous fait-elle peur? Craignez-vous plutôt les dérives qui peuvent être faites par l'homme? Alors, alors d'abord, je trouve que c'est une bonne question, Valérie, parce que l'intelligence artificielle, comme toutes les avancées, on va dire, technologiques, sont, sont autant quelque chose d'extraordinaire pour la société. Ça pourrait nous faire des bons en avant, ça pourrait nous aider à résoudre beaucoup de problèmes, et en même temps, c'est un danger. Pourquoi, ça me fait pas peur, mais je trouve qu'il est possible qu'il y ait des dérives, et ces dérives sont d'autant plus faciles qu'il n'y a pas d'organismes qui permettent d'encadrer le développement des intelligences artificielles. Donc, dans mon livre, en fait, je milite d'une certaine manière, de la même manière qu'on a un comité d'éthique qui permet d'encadrer les expériences faites par les médecins sur l'humain. Je trouve nos gouvernements devraient essayer de trouver les moyens de mettre en place une entité qui serait effectivement d'encadrer les développements de l'intelligence artificielle. Comme je le dis je crois, dans la préface ou la postface, je dis que ça m'inquiète que ces avancées d'intelligence artificielle soient dans les mains de financiers qui n'ont qu'un seul objectif, celui d'obtenir leurs 15% de retour sur investissement annuel. Et ça ne me semble pas être un élément suffisamment sérieux pour qu'on puisse leur faire confiance. Donc voilà, j'aimerais bien que ce soit entouré tout ça, que enfin qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi. Ai-je déjà pensé à écrire à quatre mains? Eh ben non, ça s'est pas présenté, mais c'est un exercice que oui, je pourrais tout à fait tenter parce que je trouve que ça pourrait être assez fan d'écrire avec quelqu'un. J'ai vu, j'ai lu des Preston and Child ou d'autres, mais c'est vrai que l'enrichissement mutuel de deux personnes un peu il faudrait trouver quelqu'un qui a un peu le même univers, quoi. Mais ouais, ça pourrait être assez fun à faire et c'est vrai que si on me le proposait, je réfléchirais très sérieusement. Alors, est-ce que, Ludovic me demande quand as-tu commencé à écrire, comment t'es venu ton envie d'écrire, etc. Donc, on s'improvise pas trop, c'est-à-dire que c'est une envie que j'ai depuis fort longtemps. J'ai eu j'ai pas eu forcément beaucoup de temps d'un point de vue professionnel pour me poser pendant de nombreuses années. Et l'opportunité s'est faite, mais j'avais toujours cette envie, donc j'ai écrit quelques textes, des nouvelles, etc. Et puis, il faut cette petite graine de folie parce que, évidemment, quand on écrit, c'est difficile de se dire que on a même le droit, d'une certaine manière, un écrivain de plus ou un écrivaillon de plus qui va noircir du texte.
Donc il faut prendre sur soi et avoir cette espèce de conviction que finalement on peut apporter dans sa moindre mesure la petite pierre à l'édifice. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancé. J'avais l'opportunité, j'avais l'âge aussi, un peu moins peut-être de pression financière, donc je me suis dit, je me pose et je m'y mets, sachant que c'est extrêmement chronophage et qu'il est donc quand même difficile d'écrire sans sans avoir du temps vraiment. J'en vis, je suis très respectueux de ceux qui écrivent et qui ont une vie professionnelle riche à côté. Je sais que par exemple Jacques Vendroux, que je suis, qui est un personnage tout à fait sympathique, je sais que Jacques, par exemple, bah, lui, il écrit en plus de son boulot d'ingénieur dans l'aéronautique, là, et donc voilà, je pense que ça doit quand même être difficile, et je suis très, très respectueux pour ça. Dadou qui dit je ne suis pas trop thriller, je pense que je lirai en apnée. Alors je peux vous le conseiller, soit en apnée, soit profession de foi. Mais bon, alors profession de foi c'est un peu plus thriller, mais en apnée c'est vrai qu'il y a ce contexte de crue qui fait que bon il y a une partie évidemment enquête, mais il y a aussi toute une partie qui décrit un peu Paris et ce que pourrait représenter la capitale dans une crue majeure. Donc voilà, c'est un peu un livre entre les deux que oui vous pourriez sans doute prendre plaisir. Sinon, si vous n'êtes pas trop thriller, je vous conseille peut-être même plus encore du sang sur le pavé, qui est sans doute un des livres qui décrit plus, enfin, il y a une dimension sociétale vraiment importante, qui essaye d'expliquer pourquoi et comment on en est arrivé à cette espèce de révolution absolue voilà, dans le pays. Donc voilà, deux pistes qui pourraient vous intéresser. Lisez-vous beaucoup vous-même en période d'écriture? Alors moi, je lis beaucoup, énormément. Oui, oui, je lis énormément. Je fais quelques retours, pas beaucoup, mais oui, je lis beaucoup. Et alors, il y a deux raisons, hein. La première, c'est que d'abord, c'est un plaisir, évidemment. Et puis la deuxième, je lis parce que j'aime beaucoup aussi savoir ce que font les autres. Et donc là, je suis en train de lire par exemple Nicolas Beuglet, j'ai lu Jacques Sausset récemment, j'ai lu j'ai lu Sébastien Théveny, j'ai lu Isabelle Villain, enfin voilà, donc aussi pour voir un peu ce que fait, pas la concurrence, mais les collègues, quoi, histoire de voir comment on se situe, quels sont les thèmes, etc. Donc oui, je lis beaucoup, je suis un gros, gros lecteur. Euh, Jacques Laurent, bonsoir, bah, c'est super sympa de passer, je te remercie. Euh, Est-ce que mes romans pourraient faire des films? Alors là, je pense que honnêtement, il me manque pas grand-chose, hein. C'est très scénaristique et puis, alors je ne sais même pas si ce terme existe, hein, mais on va dire que l'écriture est une écriture assez vive, assez moderne, ce sont des romans urbains qui se passent en ville, ça va assez vite. Et puis on a ce personnage récurrent, Pauline, qui prend un peu d'ampleur, voilà, dans les différents romans. Donc oui, oui, moi je crois beaucoup que ça pourrait faire une mini-série super, super agréable avec un personnage de Pauline qui est un personnage très moderne et qui se frotte à des problèmes qui sont vraiment d'actualité, quoi. Oui, donc ah oui, non seulement je vois ça, mais ça me plairait beaucoup. Alors là, je serais aux anges. Euh, Est-ce que j'ai eu un manque de motivation pendant cette période Covid, me demande Jacques Laurent. Eh ben non, en fait, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que j'étais un peu bloqué là dans Profession de foi depuis quelques semaines, et vraiment, j'arrivais pas beaucoup à avancer. Et puis, bah, finalement, cette période de confinement, alors sans doute pour masquer peut-être le stress, cette sensation comme ça d'être enfermé, de ne pas servir à grand-chose, je me suis lancé, ça m'a permis de finir en fait assez rapidement. Donc ça a été une période de forte intensité d'écriture. Et pourtant, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis un peu dépossédés de leur futur et qui n'avaient pas trop le moral. Moi, ça m'a un peu boosté. Bon, au début. Après, je ne dis pas que j'ai pris aussi un peu sur moi, mais voilà. Valérie qui dit, vous évoquez la censure de l'information dans les années 60. Que pensez-vous de l'information des années 2020? Alors, je pense, Valérie, qu'on est passé du pas du tout à trop. Et alors, qu'est-ce que je pense de l'information des années 2020? Je suis finalement assez pessimiste parce que je trouve que on est passé d'une société dans laquelle sans doute le secret était un peu trop lourd à une société dans laquelle on ne peut plus rien cacher, mais pas cacher au sens de vouloir le cacher, mais tout n'est pas bon à dire, je crois. Il y a des choses qui doivent être un peu réfléchies. Vous voyez, quand on prend par exemple cette espèce de folie hystérique sur la chloroquine,
avec le professeur Raoul qui s'est transformé en espèce de champion de YouTube. Euh, enfin, honnêtement, je pense que ces gens-là ont des niveaux qui devraient naturellement les mettre un peu au-dessus de la mêlée, quoi. Quand on commence à s'interposer par professeur de médecine interposé sur YouTube, c'est qu'on est quand même tombé bas, quoi. Voilà. Donc, je dirais que le problème de l'information aujourd'hui, c'est rien n'est vérifié, tout va très vite, les gens prennent tout pour argent comptant, et on finit par avoir tout et son contraire dans la même minute. Quand je pense à notre porte-parole du gouvernement, Sibeth, qui dit tout et son contraire d'un jour à l'autre. Alors je ne sais pas si c'est elle qui se trompe ou si on lui demande, mais vous voyez, ça donne quand même pas une vision très bonne de la société dans laquelle on évolue, quoi. Valérie qui demande d'éditer ou en auto-édition. Donc auto-édition par choix. Je dis pas que je fermerai la porte à une édition d'une société un peu importante, mais voilà, pour l'instant je suis auto-édité, je gère la mise en page, la sortie, etc. Et je suis assez heureux comme ça. Donc pour l'instant, auto-édité, j'en suis très content. Est-ce que je m'impose des rituels d'écriture horaire tous les jours, etc. Me demande Nathalie. Alors là, j'ai un petit rituel pour écrire, donc je me mets devant mon ordinateur, j'ouvre le fichier dans lequel j'ai mon livre et je commence à relire ce que j'ai écrit la veille, parce que parfois les idées du jour passé, qui semblent extraordinaires, à la relecture le lendemain, ça semble pas terrible, fade, etc. Donc du coup, je modifie, je change, j'enlève, je vire, voilà, j'enrichis. Alors ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est je prends au hasard une partie du livre que je relis et j'essaye de voir si ça me plaît toujours. Et comme je le disais l'autre fois, il y a un problème enfin surtout pour moi qui met quand même pas mal de temps à écrire un bouquin, il faut compter à peu près 8-9 mois. C'est difficile de trouver un ton qui soit un ton soutenu pendant toute la période d'écriture. Vous voyez, si c'est un bouquin un peu noir, avec un ton un peu, un peu complotiste, etc. Vous pouvez pas arriver un matin en super forme et écrire un texte très enthousiaste. Donc, pour essayer d'avoir une unité de ton, c'est bien de se relire, de lire les passages précédents, de manière à pouvoir continuer à écrire dans la même lignée, quoi. Obtenir cette espèce d'unité qui fait du livre quelque chose de cohérent, quoi. Voilà. Donc ça, c'est mon petit rituel. J'écris plutôt tous les jours et j'écris plutôt en tout début d'après-midi jusque tard le soir. Voilà, c'est un peu comme ça que je travaille. Connaissez-vous Hervé Huguen, me demande Ludovic. Eh ben, écoutez, non, Ludovic, je ne connais pas, mais je note Hervé Huguen, j'essaierai de voir ce qu'il fait. Quel thème envisagez-vous pour vos prochains romans? Alors, euh, les thèmes, ils demandent un peu à décanter, hein, parce que se lancer dans un livre sur un thème particulier, ça veut dire quasiment hypothéquer une année de sa vie, donc il ne faut pas le faire à la légère. Là, les deux thèmes que j'essaye de traiter dans le prochain, qui commencent à mûrir, c'est euh, le fait que votre passé finit toujours par vous rattraper, et puis l'espèce d'amitié forte entre les hommes là, qui font que parfois on fait des choses qui nous dépassent. Voilà, vous faites partie d'une bande, d'un gang, voilà, vous allez faire des choses que vous ne feriez pas seul. Donc voilà, cette amitié forte d'un côté, et de l'autre côté le fait que votre passé vous rattrape toujours, quels que soient les efforts que vous pouvez faire pour changer, hein. Voilà. Donc voilà, ce seront certainement deux des thèmes qui arriveront dans le prochain. Il y a Jacques Laurent qui me dit, moi j'ai manqué de motivation dans l'écriture pendant le confinement. Ouais, oui, t'es pas le seul, hein. Je crois que nombreux sont ceux qui ont eu du mal, hein. Alors, Roselyne qui demande, as-tu des préférences parmi les auteurs et romans? Alors moi, je suis un fan inconditionnel de Michael Connelly. Mon, mon héros absolu, c'est Harry Bosch. Voilà, je suis quelqu'un qui trouve que Michael Connelly a créé
a créé pas des bouquins, il a créé vraiment un univers avec son personnage central qui a ses failles, qui a ses tortures, ses problèmes, et puis autour de lui tout ce monde qui gravite, sa hiérarchie, sa femme qu'il va perdre, sa fille Maddy, les collègues de travail, voilà, tout ça forme un tout extrêmement cohérent, et voilà, ça me plaît beaucoup. Je crois que, alors je lis du Grisham, je lis du je lis du ouais, Preston and Child, j'ai lu pas mal. J'ai lu Ellory, j'aime beaucoup Connolly aussi, Jonathan Kellerman, voilà, un peu le style de littérature dans le polar. King aussi un petit peu dans tout ce qui n'est pas horrifique. En tant qu'auto-édité, quelle étape vous paraît-elle la plus compliquée? Correction, couve, promo? Alors là, c'est Valérie qui demande ça. Ouais. Là, je vais vous répondre, c'est assez simple, hein. Écrire le livre, un premier jet, ça prend quelques mois. Il y a, euh, il y a une partie quand même assez jouissive de voir s'épanouir cette histoire dans laquelle on a laissé des trous, hein. Au moment où on la crée, elle est dans votre tête. Vous avez votre petit cinéma intérieur qui tourne, vous voyez un certain nombre de scènes que vous essayez de retranscrire, et puis tout ça, au fur et à mesure, forme un tout. Et puis arrive la fin, alors ça prend quelques mois. Alors Stephen King dit qu'il faut essayer de faire ça en 3 mois. Bon, moi, j'y arrive pas, mais enfin, disons quelques mois. Et puis ensuite vient la période, on va dire, la plus difficile, qui est comment transformer un premier jet en un bouquin acceptable. Et là, ça prend beaucoup de temps, effectivement. Et ce beaucoup de temps, c'est probablement la partie la plus difficile pour moi. Donc, c'est bêta lecteur obligatoire. Et là, j'ai eu la chance de travailler avec Nathalie, qui est ici, avec Nelly, avec Aline, évidemment. Voilà. Et donc, j'ai pris l'ensemble de leur, euh, de leur retour et j'ai vraiment enrichi le bouquin. Donc, ça a été une étape importante et assez compliquée. Donc, je dirais que dans la, dans la séquence d'événements, bah après la correction, c'est facile, on donne ça à un professionnel, ça revient, on se met d'accord, et puis ça finit par faire un tout. Mais non, non, c'est de l'étape de premier jet à l'étape de je suis arrivé à avoir quelque chose qui ressemble à peu près à un bouquin, ça c'est une étape d'éditeur quasiment, hein, et ça c'est lourd. Et c'est en ça, je crois qu'une maison d'édition peut apporter peut-être le support pour que cette étape-là se fasse, et plus vite, et de manière plus organisé peut-être. Ouais, ouais. As-tu déjà le prochain en tête? Oui, oui, j'ai déjà le prochain. Il me reste quelques problèmes à résoudre dans le déroulé de l'action, mais oui, oui, j'ai déjà bien avancé. Je pense que je vais m'y mettre, on va dire cet été là, pour avoir quelque chose vraiment de structuré et commencer l'écriture début septembre. Voilà, c'est un peu l'idée. Je me donne cet été pour construire le synopsis et puis peut-être essayer de structurer le récit de manière un peu plus professionnelle que je l'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai un peu parfois l'habitude de partir sur une idée et puis voir où ça mène. Bon, parfois ça mène pas là où on le souhaiterait et ça complique énormément les choses. Donc je pense que pour la première fois, je vais essayer d'avoir au moins un chapitrage minimum de l'ensemble du roman avant de me lancer dans l'écriture. Donc voilà, c'est mon objectif de cet été. Bonjour Laure, heureux de vous voir avec nous. Euh, Florian qui dit, question de Roselyne, tes films préférés, comment choisis-tu tes intrigues et les lieux? Alors, pour ceux qui m'ont lu, savent que les intrigues, c'est quand même plutôt Paris et la région parisienne, et puis les États-Unis, alors soit la côte est, soit la côte ouest, parce que c'est des endroits que je connais bien, j'y ai travaillé. Et puis, quels sont mes films préférés? Alors bon, il y en a beaucoup, mais j'aime beaucoup le cinéma des années 60, 70. Je trouve qu'il y avait des films un peu d'époque avec des gueules, voilà, des gens qui, qui dominaient l'écran. J'aime beaucoup. Et puis, euh, et puis sinon, bah, j'ai pas de, comment dirais-je, de chouchou absolu. Je suis quelqu'un qui va aller voir une semaine
un thriller, le lendemain on va aller voir une comédie un peu romantique. Donc à partir du moment où ça me plaît, que c'est bien, que les acteurs ont fait leur boulot, etc. Donc ça peut être Les Femmes du sixième étage, mais ça peut être aussi Interstellar. Hein, il y a pas de voilà. Donc un peu grand écart. Est-ce que j'écris en musique ou t'inspires-tu simplement des oiseaux, par exemple, ou du silence? Oui, alors moi j'écris dans le silence. Hein. Je n'arrive pas à me concentrer s'il y a du bruit. J'envie les gens qui disent ah bah voilà j'ai écrit voilà la playlist. Je trouve ça plutôt sympathique hein, de pouvoir allier le plaisir d'écouter de la musique à l'écriture. Ça n'est pas mon cas. J'ai besoin d'un silence absolu pour pouvoir travailler. Et donc, bah voilà, je m'enferme ici dans ce bureau là, qui est pas désagréable, hein, mais voilà, là je suis au calme. J'entends effectivement les petits oiseaux. Voilà. Salon et dédicaces, me demande Valérie. Oui, oui, absolument. Je fais pas mal de salons. Alors bon, cette année, on a été un peu, on a été un peu empêché, mais oui, sinon, cette année, j'avais un joli palmarès de, de salons qui étaient prévus, et puis j'ai pas pu, on n'a pas pu le faire à cause du Covid, mais voilà. Oui, oui, j'aime bien aller à la rencontre des lecteurs, en fait, parce que finalement, vous savez, alors je sais qu'il y en a ici un certain nombre qui écrivent, mais l'écriture, c'est quand même un boulot essentiellement solitaire. Hein. Vous êtes devant votre ordinateur, vous imaginez, vous essayez de retranscrire avec la meilleure musique possible la scène, l'atmosphère que vous avez en tête. Et puis une fois que c'est sur papier, voilà, vous avez un truc comme ça. Et donc rencontrer les lecteurs, c'est quand même assez indispensable parce que c'est aussi le moyen d'essayer d'abord de partager votre passion. Et puis finalement, quand on va sur des salons sur lesquels on est venu une fois ou deux fois, vous retrouvez des gens qui vous ont déjà lu et vous pouvez avoir une vraie discussion sur ce que vous pensez avoir écrit et ce que eux ils pensent avoir lu. Et alors, pour l'anecdote, on s'aperçoit que parfois il y a des 180 degrés. Hein. Donc je vais vous raconter juste une anecdote. Dans En apnée, il y a un personnage. Voilà, il y a un personnage qui... Et donc, j'avais le problème suivant. Je vous explique un peu la genèse de notre affaire. J'avais envie de faire découvrir aux lecteurs les rues de Paris, des rues inondées, enfin un peu comme le confinement, c'est-à-dire vides, devantures baissées, etc. Et je me suis dit, il faut que je trouve un subterfuge narratif pour essayer de raconter ça. Et donc, j'ai pris un personnage auquel j'ai fixé une mission spécifique, qui va devoir donc traverser Paris en partie. Et ce personnage n'a pas d'intérêt fondamental avec l'enquête. Il a vraiment pour mission d'être les yeux du lecteur dans la ville. Et donc, et je me suis dit, est-ce que finalement, on va pas me reprocher d'avoir mis en place ce personnage qui est important dans la première partie. Et puis je me suis dit, bon, après tout, c'est mon histoire, je l'écris comme ça. Et donc j'ai eu deux retours de lecture quasiment le même jour ou à quelques jours d'écart, avec une personne qui disait, ah ben moi j'ai vraiment adoré ce personnage, parce que effectivement je le rends très humain et il se bat. Hein. Il faut dire que sa mission est complexe. Et donc, voilà, il y a un lecteur qui avait adoré. Et puis, j'avais un autre lecteur, donc le même jour quasiment, qui écrit en disant, alors, je vois vraiment pas quoi, ce truc-là, ça apporte rien à l'histoire, etc. Donc, vous voyez, euh, c'est important de rencontrer les lecteurs parce que c'est quand même intéressant de voir quels sont leurs ressentis et si on s'est planté ou si effectivement ce qu'on avait espéré faire passer. C'est pareil dans Croyance de sang, on suit un jeune migrant. Si vous allez voir sur Amazon, vous verrez qu'il y a un retour très récent avec une personne qui dit non mais franchement, parce qu'il y a une enquête aussi, mais et dit oui bon on suit ces pauvres gens, on en a déjà pas mal mangé, etc. Donc visiblement ça n'a pas ému ce lecteur de suivre Ahmad depuis chez lui jusque chez nous avec toutes les vicissitudes que vous pouvez imaginer. Et alors que nombre sont ceux qui ont, dans les retours de lecture, on dit qu'au contraire, ça donnait un peu d'humanité en fait au bouquin, quoi. Donc voilà.
Alors, question de Roselyne. Heureuse dès que je pourrai te rencontrer. Penses-tu que cela sera possible dans les salons? Alors, Roselyne, non seulement je l'espère, mais il faudrait le programmer depuis le temps qu'on se court après. Écoute, ce sera avec grand plaisir. Je serai à Longperrier, si jamais il se tient, organisé par Nadine. J'espère que ce salon aura lieu. Et puis j'en ai quelques autres qui vont arriver, sachant que je serai aussi au salon de Cabourg si j'ai été invité. C'est un salon qui c'est sur invitation, donc c'est c'était sympa. J'ai soumis mon livre au comité de lecture, etc. Donc voilà, je serai à Cabourg. Donc j'espère que lui aussi aura lieu. Et puis j'en aurai sans doute un ou deux autres d'ici la fin de l'année. Mais voilà, pour l'instant, tout est un peu en stand-by, hein. Je devais être dans le Nord, je devais être à Mons, je devais être à Chartres, je devais être à Dreux aussi. Enfin bon, j'avais pas mal de salons qui étaient prévus. Mais bon, voilà, la situation sanitaire fait que c'est quand même compliqué, hein. Alors, ton titre est-il un clin d'œil à Créance de sang? Alors là, Laure, oui, je l'avoue. Je suis un fanat, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Michael Connelly. Alors, autant c'est un petit clin d'œil, mais ça a une vraie importance parce que, en fait, dans le livre, donc dans Croyance de sang, vous avez donc deux personnages principaux qui discutent et en fait, il y en a un qui est un extrémiste musulman qui veut faire exploser des trucs et l'autre qui est complètement modéré, qui comprend pas qu'on ne puisse pas arriver à trouver des solutions autrement dans la violence et il lui demande crois-tu vraiment que toutes nos créances doivent être des créances de sang? Est-ce que c'est la seule voie, la seule solution? Donc voilà, j'ai bien aimé ce titre. Et puis comme ça faisait un rappel et un petit clin d'œil à Croyance de sang, je me suis dit ça, je crois que je tiens mon titre. Et voilà, je l'ai mis pour ça. Sachant que euh, pour ceux qui ne sauraient pas, trouver un titre d'un bouquin, ça devient un petit peu un casse-tête parce que je peux vous dire qu'il en est sorti des milliers et par conséquent, c'est super compliqué d'essayer de trouver un titre qui tourne autour du polar. Donc ça va tourner autour un peu toujours des mêmes jeux de mots, enfin, de mots au sens large, et donc ça devient de plus en plus difficile. Donc voilà, j'étais assez content d'avoir trouvé Créance de sang. Voilà. Valérie qui me demande pourquoi. Alors, pourquoi quoi, Valérie? Alors, il est difficile de chroniquer. Alors, ça c'est Valérie qui. Je crois que c'est effectivement. Alors, d'abord, c'est difficile de chroniquer tout court, mais mes livres sont assez aussi difficiles de chroniquer parce que il y a pas mal de. Je n'aime pas les constructions linéaires. Donc, ouais, par exemple, dans les choses que j'aime et les choses que j'aime pas. Donc, par exemple, je n'aime pas beaucoup Dan Brown. Je je dis pas que c'est pas bien, hein, mais voilà, c'est pas mon truc parce que je trouve que c'est beaucoup trop linéaire. On va d'un point A à un point B, on trouve la clé secrète qui vous amène au point C, de là on trouve le passage secret, etc. Alors c'est documenté, c'est agréablement mis en scène, etc. Donc je me permettrai pas de juger. Mais j'aime pas cette construction très linéaire. Donc dans mes bouquins, il y a énormément de choses qui se passent en même temps, ce qui fait que ça rend la chronique et la restitution assez complexe. Voilà, donc pour les chroniqueurs, effectivement, je crois que je ne leur donne pas forcément euh, dans la facilité. Euh, Est-ce que je connais des auteurs canadiens francophones et québécois? Bah, très peu en fait. Je suis un peu sec là. Je connais pas tellement de Québécois en fait. Euh, je reviens sur les commentaires, voir si. Voilà, donc bah, l'envie d'écrire, on en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que l'écriture, c'est quelque chose qui demande énormément de temps, au-delà de l'envie, du talent, hein, qu'on a ou pas, mais à la limite, c'est pas important, mais
au-delà de ça, il faut énormément de temps. Et donc, l'idée d'écrire, c'est d'abord de se dire, je vais passer des centaines d'heures, peut-être même des milliers, en fait. Ce serait sans doute à... Je crois que Jacques Vendroux avait fait le compte pour un de ses bouquins du nombre d'heures passées à écrire. Enfin, entre le moment où il a fait la première fois où il a pensé à son bouquin et le moment où il est sorti, le nombre d'heures passées, c'est assez astronomique. Donc, il faut avoir ce temps, voilà. Et si vous faites ça en plus de votre, euh, de votre profession, qui peut être elle aussi assez chronophage, ça laisse pas beaucoup de temps ensuite pour passer avec votre famille. Or, si vous voulez passer un peu de temps avec ceux que vous aimez, c'est quand même important. Donc, l'écriture, ça ne peut s'entendre que soit parce qu'on a décidé qu'on allait le faire et on oublie ce qui se passe autour, soit parce que on trouve le temps. Voilà. Donc, j'ai décidé de trouver le temps et pour ce faire, j'ai arrêté de faire ce que je faisais pour me consacrer à l'écriture. Voilà. Alors Nathalie me demande pour ceux qui veulent une dédicace, peuvent-ils t'envoyer un MP? Alors donc, je vous annonce que j'ai reçu Profession de foi très récemment, donc j'en ai à dédicacer. Mais oui, oui. Alors il y a deux solutions pour ceux qui souhaiteraient. Soit vous me contactez en MP, soit vous allez sur mon site web qui est www.sylvainpavlovski.com. Et là, vous avez l'ensemble de mes bouquins. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez, euh, vous pouvez l'acheter et me laisser un petit message en même temps sur mon site. Et je vous ferai parvenir l'un de mes ouvrages de votre choix avec la petite dédicace que vous aurez choisie. Je peux aussi l'envoyer à la personne de votre choix si c'est pour offrir. Alors, il y a un salon du livre à La Rochelle fin octobre. Ben, je suis très intéressé. J'ai une deuxième vie en Charente-Maritime. Voilà. Donc, je serai probablement en septembre, voire même début octobre en Charente-Maritime. Donc, ça peut être tout à fait faisable, Ludovic, de participer au salon du livre de La Rochelle. Ce sera avec grand plaisir. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter en MP. Euh, Elodie qui dit j'ai lu en apnée du sang pavé, croyance de sang, le menace Black Soul. Eh ben, Elodie, bravo et puis surtout merci, surtout si vous avez adoré. J'ai hâte de lire le prochain. Oui, oui, ben j'y travaille. Je vous promets, j'y travaille. Mais bon, voilà, ça prend un peu de temps. Donc, à mon avis, il va falloir vous armer un petit peu de patience. Je pense que le prochain devrait être probablement disponible aux alentours de l'été, quoi, hein, pas avant. Voilà. Très bien. Eh bien, je ne sais pas si il reste des questions. En tout cas, je peux déjà vous dire que j'ai été très heureux de partager ce moment avec vous. J'espère que j'ai répondu à vos questions. En tout cas, merci de vous être déplacé, d'avoir passé du temps avec moi. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt. Et j'en profite quand même pour faire juste un petit coucou particulier à Roselyne, la ville qui, je sais, passe par des moments qui ne sont pas forcément faciles, voilà, qui est une femme formidable. Donc, j'en profite pour lui faire un gros bisou et lui souhaiter le meilleur pour sa maman. Et on se revoit très bientôt. Voilà, salut la foule. Merci beaucoup. Vous êtes sympas tous. Merci. À la prochaine. Bye bye.